Alors j'ai découvert Pascoa Vieira dans le moteur de recherche des archives nationales du Portugal, la Torre do Tombo, où sont numérisés tous les procès de l'Inquisition portugaise, ce qui est exceptionnel, c'est la seule Inquisition qui ait fait ce travail-là. J'avais travaillé pendant longtemps sur la question du mariage des esclaves et voilà, j'ai voulu voir s'il existait, je savais qu'il en existait, des procès pour bigamie d'esclaves, et en mettant esclave bigamie est sorti le procès de Pascoa. Donc je l'ai trouvé toute seule, mais grâce à l'aide du moteur de recherche. Alors, il y a bien sûr ce procès de l'Inquisition qui est important, 114 folios, et c'est exceptionnel parce que effectivement les esclaves ont laissé très peu d'archives. Il y a très peu de documents directs sur Pascoa. Alors j'ai trouvé d'autres documents sur d'autres protagonistes de cette affaire. Le maître de Pascoa, j'ai trouvé des documents aux archives historiques d'outre-mer, l'Archivo Histórico Ultramarino à Lisbonne. Donc, mais là aussi, c'est en ligne, donc j'ai trouvé ça. Et puis j'ai trouvé aussi des documents sur les Capucins, autres protagonistes de l'affaire, les missionnaires capucins d'Afrique centrale. Et ces missionnaires ont écrit, il y a des archives au Vatican, à la Propaganda Fide, certaines étant publiées. Donc voilà, j'ai pu croiser d'autres documents, c'est important pour un historien de croiser des documents, mais sur Pascoa, il n'y a que le procès. Et j'ai rien trouvé d'autre. Voilà. Et à l'intérieur du procès, il y a quelques autres documents qui sont recopiés par les notaires de l'Inquisition. Le certificat de mariage du second mariage de Pascoa avec Pedro a Salvador de Bahia, qui pour moi est un document très émouvant, et bien sûr des lettres, mais là, est-ce que ce sont des faux, est-ce que ce sont des vrais, c'est toujours compliqué, qui sont incluses dans le procès de l'Inquisition. Alors, Pascoa, on apprend par le procès, par les différentes enquêtes qui ont lieu en Angola, qu'elle est d'une famille d'esclaves, depuis 3 générations, qui appartient à la même famille de Portugais, qui ont des noms portugais, la famille Carvalho. Ils habitent Mazangano, une forteresse à l'intérieur de l'Angola. Donc il faut bien imaginer le territoire colonial portugais à cette époque. Ce sont des petites enclaves portugaises dans un monde africain. Donc voilà, elle habite Mazangano. Elle est esclave d'une famille, alors je les appelle des Portugais, mais ce sont aussi des gens mélangés avec les Africains et sans doute avec l'élite africaine locale, puisqu'ils sont mulâtres. Et donc l'esclavage qu'a connu Pascoa en Afrique est sans doute un esclavage de type un peu domestique, familial. La même famille d'esclaves appartient à la même famille de maîtres pendant plusieurs générations. Et puis son destin bascule puisqu'elle est vendue pour le Brésil. Alors à l'occasion d'une punition, elle a mal agi à l'encontre de son maître et de son mari angolais, Alexio, parce qu'elle a fui. C'est ce qu'on appelle le petit marronnage chez les esclaves. C'est une réaction fréquente chez les esclaves de fuir. Et donc, mais elle, là, elle a fui, elle a été avec d'autres hommes, enfin c'est ce que disent les textes. Voilà, donc elle est vendue. Donc on peut considérer ça comme... Au départ, je me disais, elle est passée dans l'esclavage atlantique, par la vente. Mais sans doute, elle n'est pas passée par les marchés atlantiques. C'est une vente de gré à gré. Elle n'est sans doute pas passée par les bateaux négriers. Elle est vendue par un maître portugais d'Angola à un maître portugais au Brésil. Voilà. Mais elle change de statut parce que
Pour les esclaves africains, il y avait en Afrique des esclaves destinés à la traite, souvent des esclaves qui venaient de l'intérieur, qui étaient amenés vers le littoral et qui étaient vendus. Et il y avait des esclaves africains en Afrique. Et en général, c'était deux types d'esclavage assez différents. Et on passait pas de l'un à l'autre, sauf en cas de condamnation par la justice africaine ou éventuellement coloniale. Mais la justice africaine avait aussi ses règles. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant dans le cas de Pascoa, c'est qu'elle est doublement esclave. Esclave d'abord en Angola, et ensuite elle connaît la déterritorialisation, la traversée et la réintégration dans un monde nouveau pour elle. À l'Inquisition s'intéresse à elle parce que le maître de Pascoa au Brésil, Francisco Alvarez Távora, va la dénoncer. Il la possède comme esclave depuis 1686 et en 1693, il va la dénoncer au commissaire de l'Inquisition de Lisbonne qui est installé à Salvador de Bahia. Donc il la dénonce pour un délit que l'Inquisition poursuit, qui est la bigamie, qui consiste à se remarier alors que son premier conjoint est encore vivant. Et c'est un délit inquisitorial, c'est-à-dire un délit contre la foi, contre l'orthodoxie, parce que c'est un délit contre le sacrement. Le sacrement du mariage est indissoluble chez les catholiques. Donc une fois qu'on est marié, on ne peut se remarier que si son premier conjoint est mort. Et donc le maître de Pascoa est un peu sans doute piégé, puisque des cousins à lui viennent d'Angola, reconnaissent Pascoa et disent elle était mariée en Angola. À ce moment-là, si lui ne la dénonce pas, il devient complice et il risque gros parce que l'Inquisition peut toujours ensuite aller fouiller dans ses propres affaires. Et il me semble que le maître de Pascoa n'a pas envie qu'on vienne fouiller dans ses affaires. C'est un marchand, bon, voilà, il est peut-être d'origine nouvelle chrétienne, c'est-à-dire il a peut-être des ascendances juives. Donc bon, il va dénoncer son esclave. Tout à fait, et ça c'est dans tous les systèmes esclavagistes, enfin en tout cas c'est aussi le cas dans le système esclavagiste français, dans le Code noir c'est clairement dit. Donc là, les différentes justices de l'époque, la justice civile, la justice pénale, la justice religieuse, la justice inquisitoriale, peuvent poursuivre les esclaves, ils sont pénalement responsables. Donc au fond, un esclave a plusieurs autorités, le maître, et puis ses différentes autorités, qu'elles soient temporelles ou religieuses. Voilà, donc c'est un paradoxe parce que d'une certaine façon, les esclaves sont privés de beaucoup de droits. Ils n'ont pas le droit de faire de testament, mais ils ont quand même en fait un certain nombre de droits dans cette société, dont celui de se marier. Donc de ces droits découlent un certain nombre de devoirs et aussi de responsabilités. Et de même qu'ils sont libres dans le mariage, ils sont pénalement responsables donc de la bigamie ou même lorsqu'ils sont concubins. Et là c'est clairement dit dans les constitutions de l'Église aussi, des esclaves concubins sont responsables. Même si on peut considérer que c'est souvent le maître qui est responsable, mais l'esclave sera aussi responsable. Voilà. Alors, je le connais peu, Pedro. Ce qui est clair, c'est que Pascoa l'apprécie bien davantage que son premier mari. Pedro Arda, comme il se nomme, et Arda renvoie au royaume d'Alada, c'est-à-dire dans le Bénin actuel. Donc c'est un Africain ou créole, c'est-à-dire né au Brésil mais d'origine deuxième génération, parce que son lien avec l'Afrique est manifeste dans son nom. Il vient d'une autre Afrique que celle de
Pascoa, hein, il vient de l'Afrique occidentale, le Bénin. C'est pas la même langue, c'est pas la même Afrique que l'Angola, ce sont pas les mêmes dieux, ce sont pas. Mais ils se sont sans doute plu, puisque le mariage a été assez rapide. Ils ont été concubins avant le mariage, et dès 1688, elle est mariée avec lui. Le mariage, j'ai étudié beaucoup d'autres mariages d'esclaves, et le mariage est un mariage typique, c'est-à-dire que les maîtres ne sont pas présents, c'est un mariage entre soi, tous les témoins sont des affranchis, sont tous noirs. Une fois le soupçon de bigamie installé, évidemment, le maître de Pascoa a dû vendre Pedro, et il a été vendu à un juge ecclésiastique de la ville de Bahia, ce qui est le signe, il me semble, qu'il devait être un esclave qui avait des compétences juridiques, en tous les cas capable d'aider un juriste. Je ne sais pas s'il savait écrire, lire, il y avait quelques esclaves qui savaient écrire et lire, peu. Voilà, alors Pedro, est-ce Pedro ou est-ce Pascoa, je ne sais pas, il y a à un moment une contre-enquête hein, que j'ai étudiée dans le livre, qui est intéressante parce que les deux esclaves, ils agissent de concert, vont se rendre au tribunal de l'archevêque, qui est donc un autre tribunal que le tribunal de l'Inquisition, et vont essayer d'obtenir la réunion du couple, en disant que Pascoa a été célibataire et en fournissant des preuves. Donc tout ça montre des esclaves qui sont bien intégrés, qui ont une forme d'agentivité, qui connaissent leurs droits, qui sont capables de se défendre et qui produisent des preuves. Donc une lettre venant d'Angola qui explique que Pascoa était célibataire, et des témoins qui viennent aussi d'Angola et qui disent que Pascoa était célibataire. Donc la démarche, j'y vois la main des deux esclaves, c'est-à-dire que c'est tout le réseau angolais de Pascoa qu'elle sait mettre en branle pour sa défense, et c'est Pedro qui se présente au tribunal, donc il a suffisamment d'aisance pour venir... voilà. Alors j'ai travaillé sur d'autres esclaves faisant des démarches juridiques, et d'autres historiens aussi, hein. Ce n'est pas une découverte, mais c'est toujours frappant de voir ces gens qui sont exclus de beaucoup de droits et qui en fait agissent au nom du droit et savent défendre ce qu'ils considèrent comme leur étant dû. Ben, l'issue a été positive puisque le couple a été réuni, donc pas de vente, hein, il reste propriétaire de 2 maîtres différents, mais le mariage impliquait une vie matrimoniale commune. Donc 2 esclaves appartenant à 2 maîtres différents pouvaient exiger, hein, notamment de pouvoir dormir ensemble. Et c'est ce qui arrive à Pascoa et Pedro, ils sont réunis, on est en 1697, donc ils vont à nouveau vivre ensemble après avoir été séparés. Et simplement, un jour, Pascoa va être arrêté, et donc là, ils sont à nouveau séparés, et cette fois-ci bien définitivement, hein, puisque le tribunal de l'Inquisition, qui n'a pas interféré avec le tribunal de l'archevêque, a continué son enquête et est arrivé à la conclusion qu'il y avait bien bigamie. Donc les 2 tribunaux ont jugé différemment. Alors, les historiens peuvent lire dans les procès des choses très, très intéressantes parce que, notamment, ces procès de l'Inquisition portugaise, à la différence des procès de l'Inquisition espagnole dont on n'a pas toutes les archives, on n'a que des résumés, là on a toutes les archives, donc on a les interrogatoires. Et dans les interrogatoires, on sent les ressorts psychologiques des gens. Il y a ceux qui s'effondrent, et il y a ceux qui résistent. Et Pascoa résiste. Pascoa, face à ses juges, elle est forcément en position de faiblesse. Surtout, la procédure inquisitoriale faisait que l'inculpé ne savait pas pourquoi il était inculpé. C'est ça la fameuse procédure secrète. Il ne sait pas qui a témoigné contre lui. Il ne sait pas ce que savent les juges. Tout fonctionne par le système de l'aveu, de la confession.
Donc elle confesse des choses et donc elle va avoir une ligne de défense très claire et sur laquelle elle ne va jamais s'éloigner. C'est que le premier mariage en Angola, pour elle, n'est pas un vrai mariage, ce n'est pas un sacrement, c'est une cérémonie des anneaux et elle n'a pas exprimé son consentement publiquement, elle ne savait pas à quoi elle s'engageait. Et donc elle reprend toute la rhétorique chrétienne sur le mariage et elle a compris tous les enjeux théologiques et juridiques du mariage et elle va se défendre avec ces arguments-là face au juge, ce qui est une preuve à la fois de son intelligence et sans doute est-elle sincère aussi d'ailleurs, hein, parce qu'il reste un vrai doute et l'Inquisition va en tenir compte d'une certaine manière, mais là je ne dévoile pas. Alors il me semble que l'Inquisition veut faire un exemple. Il y avait à l'époque de Pascoa, c'est-à-dire à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, une massification de l'esclavage. Non seulement bien sûr en Amérique portugaise, mais les esclaves devenaient très nombreux aussi dans les Caraïbes, dans la Caraïbe anglaise, commençaient à devenir nombreux aussi dans la Caraïbe française. Enfin, donc c'est quelque chose de vraiment important, hein. On peut calculer à peu près 700 000 esclaves entre 1775 et 1725 qui arrivent au Brésil. Donc le mariage des esclaves est important parce qu'il y a cette masse d'esclaves qui arrivent. Et donc la question de Pascoa, c'est la question de que fait-on des mariages célébrés en Afrique. Voilà. Alors la plupart du temps, les mariages célébrés en Afrique n'étaient pas des mariages chrétiens. Et donc les esclaves pouvaient se remarier et recommencer une nouvelle vie, même sur le plan de ce sacramentel comme ça. Et là, c'est un exemple où cet esclave était déjà en milieu chrétien en Afrique. Et donc là, c'est vraiment un exemple à la fois pour les maîtres, pour les curés. C'est de montrer qu'il faut faire attention, être prudent, et sinon les maîtres perdent leurs esclaves, parce que l'Inquisition peut les... Voilà. Il me semble que ça a une valeur pédagogique, ce cas, à un moment où l'Église bayanaise va promulguer des constitutions, à un moment où le Brésil est en train de rentrer vraiment dans le monde du Concile de Trente, dans un catholicisme ordinaire. On n'est plus, voilà, on est moins en terre de mission, au sens où la colonie est en train de s'installer durablement, la découverte de l'or. Il y a voilà, un changement d'échelle aussi dans ce Brésil colonial qui fait que voilà, on va traiter ce cas qui paraît effectivement étonnant, hein, mais ça a sûrement une valeur un peu d'exemple, même si je n'ai pas trouvé de traces, par exemple, de mention du cas de Pascoa dans des sermons. Bon. Mais par contre, ce que j'ai trouvé, c'est que beaucoup d'ecclésiastiques de l'époque s'intéressent à la question du mariage des esclaves. C'est un enjeu important. C'est un enjeu important parce que c'est un monde qui se construit sur l'esclavage, mais aussi sur le fait d'être une société chrétienne. C'est le monde d'une loi chrétienne, et cette loi chrétienne, pour s'appliquer réellement, doit permettre à tous les membres de cette société d'être entièrement chrétiens. Et donc le mariage, le sacrement du baptême et du mariage à l'époque fonctionnent ensemble. Si vous baptisez quelqu'un, c'est quelqu'un qui doit pouvoir aussi mener une vie de chrétien en étant marié. Donc, j'allais dire, la christianisation de cette société, c'est ça l'enjeu en fait. Et ces esclaves ont très peu de droits. C'est un mariage limité à la dimension religieuse. Ils n'offrent pas de droits civils. Il n'y a pas, par exemple, d'autorité sur les
Sur les enfants, il ne permet pas aux deux conjoints d'hériter des biens de l'un et de l'autre. Mais c'est un mariage sacrement et en tant que tel, il permet à ces esclaves de vivre ensemble, de ne pas être séparés et de... Voilà. Donc, voilà, c'est pour faire société que le mariage des esclaves est important. Ouais, ça c'est une vraie question pour l'historien. Bon, il y a la question bien sûr de la mortalité des enfants. Hein. Les deux enfants en Angola meurent. Elle a connu ses grands-parents, elle parle de ses parents. Ces enfants, voilà, ils sont déjà décédés, comme elle dit. Bon, c'est une époque où effectivement les enfants mouraient souvent en bas âge. L'autre chose, c'est mariage et enfants sont distingués. Le mariage est un droit, mais ça ne donne pas de droit sur les enfants. Ce mariage chrétien, au sens où les enfants appartiennent au maître. Et donc, dans les procès de mariage d'esclaves, hein, c'est aussi quelque chose qui m'avait frappé, il n'y a pas trace des enfants, on en parle très très peu. Alors, je pense que c'est pas parce qu'on en parle peu qu'ils ne sont pas importants. Et donc, bon, comme je ne dévoile pas la fin, je pense qu'ils ont peut-être leur rôle, puisqu'elle a eu 2 autres enfants au Brésil et qu'elle ne dit pas qu'ils sont morts, donc on peut penser qu'ils sont toujours vivants. Voilà. Mais bon, ça c'est une vraie difficulté et douleur de l'esclavage, c'est que les parents n'ont pas... Enfin, en principe, on ne sépare pas les mères des enfants jusqu'à 7 ans, mais ensuite on peut les séparer. J'étais étonnée par le déroulement du procès. Effectivement, je ne m'attendais pas à... Bon, je suis spécialiste de ce monde-là, donc je connaissais... Par exemple, je savais que dans l'échelle de l'Empire portugais, le Brésil, depuis Lisbonne, est proche par rapport à l'Inde. Goa est une capitale qui remplace Lisbonne. Goa est la Lisbonne de l'Asie. Dans l'Atlantique, jamais Salvador de Bahia n'a remplacé Lisbonne. C'est toujours Lisbonne qui garde son rôle central, parce qu'on considère que c'est pas si loin que ça. Donc ça fait bizarre parce que c'est quand même très loin. Mais donc voilà, sur les circulations, dans ce monde atlantique, alors que le Portugal a aussi des liens avec l'Asie, ce monde atlantique fonctionne vraiment en réseau et donc la prise de décision est à Lisbonne et puis entre Salvador de Bahia et Luanda, on a l'impression de 2 villes qui communiquent tout le temps. Il y a des marins, il y a des soldats, il y a des esclaves, il y a des religieux qui font tout le temps la navette entre les deux. Voilà, les jeunes séminaristes de Luanda vont se faire ordonner à Salvador de Bahia. Voilà. Et c'est vrai que l'Inquisition de Lisbonne, ça a été ma grande surprise, lorsque elle n'a pas l'épreuve claire du premier mariage de Pascoa, elle décide de relancer une enquête. Et cette enquête, c'est à nouveau l'Angola, Mazangano, à l'intérieur de l'Angola. Donc voilà, ça va prendre 3 ans, mais pour l'Inquisition, il n'y a pas de problème. Donc c'est à la fois on circule, on met du temps à circuler, mais et très curieusement, les nouvelles finissent par arriver. Au moment de la contre-enquête, Pascoa va arriver à solliciter une lettre de l'Angola pour dire qu'elle est célibataire. Donc ça veut dire qu'une esclave à Salvador de Bahia depuis la lettre arrive dans les années 1696, donc elle est là depuis 1686, donc 10 ans après avoir quitté l'Angola, elle a encore ses réseaux, et ça d'autres historiens l'ont montré. Il y avait même des marchandises africaines qui circulaient à Salvador de Bahia, des nouvelles des familles, des lettres, la preuve celle-là. Donc
on parle de communauté atlantique en fait, c'est-à-dire d'une communauté de biens, de personnes, de circulation entre ces deux pôles. C'est une approche qui est commune à d'autres historiens, qui est au fond, les esclaves ont été ramenés, enfin ravalés au rang de choses, d'objets, de marchandises. Mais c'est pas pour ça qu'ils n'en étaient pas moins des hommes ou des femmes. Et donc travailler sur des individus, sur leur voix, sur leur forme de rationalité, etc. C'est une manière effectivement de souligner la dimension de personne de ces esclaves qui, malgré leur statut de marchandise, n'en étaient pas moins des hommes et des femmes avec des sentiments et une volonté, dans le cas de Pasqua, très manifeste, de s'adapter au monde où elle était, de sortir le meilleur malgré les difficultés et voilà, et d'essayer de s'en sortir. Donc voilà, et donc bon, quand je parle de responsabilité de l'historien, c'est vrai que quelquefois l'idée de ne montrer enfin, ou pendant longtemps, disons, les sources que les historiens utilisaient étaient justement des sources où les esclaves étaient des marchandises, les sources fiscales, les listes de prix, voilà. Donc on peut faire une histoire comme ça, d'ailleurs c'est important, c'est intéressant, mais on peut aussi chercher à retrouver les personnes derrière les esclaves. Alors en fait, ce livre, Un catholicisme colonial, le mariage des Indiens et des esclaves, était un ouvrage universitaire, une thèse au départ, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et l'histoire de Pasqua, je dirais, est un produit dérivé. C'est-à-dire que la thèse sur laquelle je suis arrivée, tout l'ensemble des documents que j'ai trouvés à l'occasion de cette recherche, voilà, Pasqua était, vous m'avez demandé comment je l'ai trouvé après avoir fini ce livre, et c'était pour moi une manière de vérifier mes thèses sur un cas particulier. Alors, au départ, il était conçu comme un chapitre, et puis en fait c'est devenu un ouvrage autonome et une recherche en lui-même. Mais voilà, donc j'allais dire cette idée que de l'importance du mariage pour l'histoire, non pas religieuse du Brésil, mais pour l'histoire coloniale du Brésil, comme élément qui permet de comprendre beaucoup de choses. Je le développe dans ce livre, et Pasqua est un exemple. On pourrait multiplier les exemples. Je pense qu'il y a plein d'autres Pasqua ou plein d'autres. D'ailleurs, dans le livre, il y a beaucoup de cas particuliers, puisque j'analyse des procès de mariage d'esclaves. L'histoire du mariage du côté indien, c'est d'abord plutôt du côté des ecclésiastiques, qui ont été très étonnés en arrivant au Brésil par un monde sans mariage. Le mariage était considéré comme une institution avec des formes différentes, mais qu'on pouvait retrouver dans toutes les sociétés humaines. Et dans le cas du Brésil, les jésuites vont être interloqués ou curieux, étonnés, et vont de savoir si le type d'union conjugale qui existe, s'il existe des unions conjugales, ça ils le voient bien, mais est-ce qu'il s'agit de vrais mariages ou pas? Un vrai mariage supposant un consentement et un désir de vie commune. Et voilà, alors
c'est ça qui m'a intéressée au départ, parce que c'est toute une série de textes qui permettent du coup de décrire la vie des Indiens, les coutumes des Indiens, qui sont des textes extrêmement intéressants, à la fois de type ethnographique finalement, hein, puisque c'est la recherche des coutumes, et en même temps des textes de réflexion, parce qu'on ramène les coutumes indiennes aux normes de ce qu'on considère comme un mariage universel. Et ça pose problème. Voilà, alors au bout de... assez vite, le mariage des Indiens, les ecclésiastiques vont s'intéresser aussi au mariage des Africains et puis au mariage des esclaves, tout simplement. Alors, les Indiens face au mariage des chrétiens, le mariage monogamique et indissoluble ne leur plaît pas beaucoup. Les Indiens Tupis pratiquent la polygamie, surtout les chefs. Donc ce mariage que proposent les missionnaires ne les tente pas. Donc en général les chefs ne se marient pas, laissent les jeunes se marier, qui très vite délaissent aussi la monogamie, parce que c'est pas du tout... Donc c'est un angle de conflit, disons, entre missionnaires et indiens. Mais là aussi, il y a des formes d'appropriation du mariage chrétien par les Indiens, quand, notamment à partir de la fin du XVIe siècle, où la société devient plus rigide et où l'esclavage touche aussi les Indiens, le mariage peut être aussi une forme d'autonomisation, ou une manière de pouvoir changer de maître, d'aller retrouver son ancienne compagne. Enfin, on voit aussi tout un jeu que les Indiens pratiquent autour du mariage. L'histoire des Indiens au Brésil est compliquée. Pendant longtemps, on a considéré qu'ils avaient disparu. Alors en fait, quand les historiens parlent d'invisibilisation, c'est une manière de dire qu'on ne parle plus d'Indiens dans les sources au bout d'un certain moment. Et notamment, un des moyens de les rendre invisibles ont été les mariages interethniques. Et les mariages interethniques, notamment avec les descendants d'Africains, avec les esclaves, parce que les Indiens avaient un statut, même s'ils pouvaient être esclaves, juridiquement c'était un peu plus compliqué. Et lorsque les maîtres les mariaient à des Africaines notamment, comme le statut de la femme est transmis à l'enfant, les enfants de ces couples devenaient esclaves et devenaient ce qu'on appelle des pardos, c'est-à-dire des métis sombres, sans précision de couleur. Et ce monde des pardos devient très important au Brésil à partir de la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Et donc je montre des cas de mariage d'Indiens, et en fait on voit très vite que la descendance après n'a plus de qualification juridique d'Indien, donc c'est devenu le monde des pardos. Voilà. Donc mais c'est un phénomène que les historiens ont beaucoup étudié, et actuellement il y a des formes de réethnicisation où des Brésiliens d'aujourd'hui retrouvent leurs racines indiennes et redeviennent indiens en fait. Voilà, qui est donc la fin de ce processus qui a duré plusieurs siècles, au cours duquel la population des espaces coloniaux puis nationaux ont perdu la qualification d'Indiens. La liberté, elle est là au sens où il est précisé dans les textes canoniques que le mariage, qu'un maître ne peut pas s'opposer au mariage de son esclave. Et donc, en principe, un esclave est libre de choisir son conjoint. Et la liberté est là dans le mariage aussi, dans le sens où c'est librement que les deux conjoints échangent leur consentement. En même temps, cette liberté est une forme
de servitude, puisque le lien est ensuite indissoluble. Donc en fait, c'est tout un jeu entre contrainte et liberté dans le mariage, qui existe dans le mariage chrétien partout, mais qui, dans le cas d'une société esclavagiste, est d'autant plus intéressant que les esclaves et les Indiens ont des libertés limitées et des formes de contraintes, mais que le mariage va représenter un espace de liberté puisqu'ils ont le choix du conjoint et en même temps une forme de contrainte, notamment parce que je parlais par exemple de la renonciation à la polygamie. Donc c'est un jeu complexe et chacun des acteurs, que ce soit les ecclésiastiques, que ce soit les maîtres, que ce soit les esclaves ou les Indiens, vont composer à des degrés divers, donc tout dépend du rapport de force, tout dépend du moment là-dessus. Et donc pour moi c'était une manière de décrire effectivement une société esclavagiste entre contrainte et liberté autour de ce mariage qui est la clé de cette christianisation de ce monde de laïcs. Voilà, parce que ce sont les laïcs de l'Église du Brésil, hein, indiens et esclaves, c'est le petit peuple de ce Brésil colonial. Voilà. Alors, je pense que ce n'est pas la seule chose. C'est sans doute l'affranchissement et la manumission, enfin le fait que c'était un système esclavagiste dont on pouvait sortir. Dans le cas du Brésil, qui a été renouvelé constamment par la traite. Donc il y a eu des esclaves jusqu'en 1888, mais en général, les esclaves, et ça c'est très différent des États-Unis par exemple au XIXe siècle, les esclaves avaient un horizon possible d'émancipation, surtout les esclaves urbains, les esclaves... Il y avait des formes de mobilité sociale. Et le mariage n'était qu'une des formes de mobilité sociale. Beaucoup d'esclaves attendaient d'être affranchis pour se marier. Hein, donc les mariages, beaucoup d'esclaves n'étaient pas mariés, la plupart des esclaves n'étaient pas mariés sans doute, mais cela faisait partie d'un horizon social atteignable, l'affranchissement aussi, notamment l'affranchissement des femmes. Donc c'est sûrement ça qui a permis à ce système esclavagiste, qui était particulièrement dur. Le pouvoir du maître y était très fort, mais de durer, d'arriver à s'installer, et c'est justement autour du début du XVIIIe siècle, au moment où cette question des mariages est très importante, que le système esclavagiste se ferme autour de cette toute-puissance du maître et de cette grande violence sur tous les esclaves qui s'enfuient et qui sont rebelles, mais avec une possibilité d'horizon social, d'affranchissement, bien sûr avec l'autorisation du maître. Voilà. Et le droit au mariage me paraît comme un droit auquel les esclaves du Brésil tenaient beaucoup. On le voit à certains épisodes. Voilà, donc bon, enfin, les historiens, ils travaillent toujours. Effectivement, c'est un système qui a duré jusqu'en 1888, qui a eu des révoltes importantes au XIXe siècle, mais jamais de révolution totale, jamais de front uni des esclaves pour mettre à bas le système, comme il y a eu à Saint-Domingue. Donc voilà, il est sûr que le système a duré. Et donc bon, voilà, on peut penser que ces éléments y ont contribué.